Madame, Monsieur, bonjour. Troisième livraison de la revue des Grandes Unes pour ce mercredi 13 octobre 2021. Prenons la température des journaux parvenus à notre rédaction centrale et sélectionnés pour vous. Installez-vous et allons du côté des kiosques pour nous enquérir des unes parvenues justement à notre rédaction centrale et intéressons-nous au journal La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression qui parle de ce qui se passe au niveau du Parlement camerounais et nous dit qu'une quinzaine de sièges sont vacants. Une quinzaine de sièges vacants, c'est l'ensemble des personnes qui répondent désormais aux abonnés absents, que ce soit en chambre haute ou en chambre basse, le Sénat ou l'Assemblée nationale, du fait de leur décès. Alors pourquoi n'ont-elles pas été remplacées jusqu'ici alors que les textes prévoient une organisation justement d'élections pour pallier à cette éventualité? Les responsables se montrent du doigt, chacun se regarde en chien de faïence. L'Assemblée nationale qui pointe du doigt et l'ECAM qui est censé organiser le processus électoral de ce côté-là, et l'ECAM qui pointe la présidence de la République qui, elle, est censée convoquer le corps électoral. Qui a tort? Qui a raison dans cette affaire? C'est ce que nous propose de découvrir le journal La Nouvelle Expression, mais le constat est fait. 15 sièges restent vacants. Et puis la Nouvelle Expression nous parle du scandale de la pénétrante Est. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, annonce la reprise des travaux alors que les populations là-bas vivent un véritable calvaire depuis plusieurs mois. Un tronçon routier qui devait être livré depuis déjà des mois, qui n'est toujours pas achevé aux grandes dames des populations à 3 mois justement du début de la Coupe d'Afrique des Nations, et le gouvernement qui s'endette encore une fois avec un prêt obtenu auprès de la Standard Chartered Bank à hauteur de près de 90 milliards de francs CFA. Nous parlerons également de tensions sociales et mutations qui nous dit que le Cameroun est une véritable poudrière. C'est le titre de Mutation, Cameroun, la poudrière, alors que après les populations d'Acom 2, celle de Minta monte au créneau et réclame une meilleure gestion, un meilleur accès aux services sociaux de base. Ces populations qui de plus en plus crient leur ras-le-bol compte tenu de la non prise en charge de leur train de vie, de leur mode de vie justement. Que se passe-t-il? Est-ce que le Cameroun se transformerait progressivement en bombe à retardement? Les enseignants s'en mêlent, c'est ce que nous dit le quotidien Le Jour. Les enseignants aussi d'université qui annoncent une grève en soutien à leurs confrères Fridolenke. Ces derniers dénoncent justement les actions dont sont victimes le docteur Fridolenke et réclament une meilleure prise en charge de leur statut. Qu'implique cette grève des enseignants du supérieur? C'est ce que nous propose de comprendre le quotidien Le Jour. Et puis Cameroun Tribune qui nous emmène sur les chemins de la paix du côté des régions du nord-ouest et du sud-ouest, et la visite du Premier ministre qui martèle encore une fois la volonté du président de la République de faire en sorte que la situation revienne à la normale du côté des régions anglophones. Qu'en est-il sur les chemins de la paix alors que les autres régions du Cameroun et les autres localités montent au créneau pour revendiquer une meilleure prise en charge de leurs conditions sociales? Voilà, de façon ramassée, les unes parvenues à notre rédaction, sélectionnées pour vous et pour comprendre les enjeux, les contours et les pourtours de ces principaux titres parvenus sortis dans les tabloïds. Je reçois sur ce plateau un journaliste, analyste qui va décrypter, décortiquer pour vous l'actualité dans les tabloïds. Idriss Lissom, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour particulier à tous les militants RDPC. Vous savez, ce sont nos concitoyens et lorsque ça bouge dans une organisation politique, il se doit à nous qui sommes les observateurs d'apprécier. Donc je salue tous les militants du RDPC, je salue surtout ces militants du RDPC qui n'affichent pas leur militantisme, c'est-à-dire qui laissent qu'on mette leur nom sur le fichier du RDPC alors qu'ils ne sont véritablement pas militants. Ces militants du RDPC qui laissent qu'on paie les cartes pour eux, qu'on paie les cotisations pour eux et qui veulent venir après revendiquer qu'ils aient un meilleur vivre, qu'ils aient les meilleurs représentants. Vous savez que celui qui vous paye tout a le droit sur vous. Justement. Donc, je salue tous ces militants laxistes qui sont assis chez eux et qui pensent que on peut tout faire pour eux et ils vont porter la tenue de leur parti et après revendiquer, alors que le militantisme doit être celui-là qui est devant de la scène, qui affiche son militantisme, qui est présent aux réunions de son parti, qui suit comment les choses marchent, qui défend ses représentants avec tout ce que cela comporte. Donc, je salue tous ces militants laxistes et qui passent le temps à pleurer au lieu d'agir.
Ouais, justement, ceux qui passent leur temps à pleurer plutôt qu'agir, c'est un petit tacle aujourd'hui à l'endroit de ceux qui nous regardent et qui se reconnaissent. Prenons cette une de la Nouvelle Expression qui parle d'une quinzaine de sièges vacants aujourd'hui au sein du Parlement, l'Assemblée nationale, tout comme du Sénat et les principaux responsables qui se regardent en chien de faïence. L'Assemblée nationale qui pointe les cams du doigt, et les CAM qui pointent la présidence du doigt, car c'est elle qui doit convoquer le corps électoral. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique, ces sièges vides? Oui, en fait, cela implique tout simplement deux choses. Première chose, Cédric, c'est que lorsqu'on lit la Nouvelle Expression de ce matin, lorsqu'on suit le politologue Aristide Monod, lorsqu'on regarde le rappel de la loi qui dit que lorsqu'il y a un poste vacant, selon la loi, il y a un an. Il faut, après 12 mois, renouveler, organiser les élections pour pouvoir remplacer le siège, la personne, combler le siège vacant. Oui. Alors maintenant, première chose, c'est qu'il y a un laxisme, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a, regardez bien, lorsqu'on lit le journal, la Nouvelle Expression, on voit ELECAM. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale dit que ce n'est pas eux, ce qui est normal. Ce n'est pas l'Assemblée nationale d'organiser les élections partielles. Alors l'Assemblée nationale dit allez voir avec ELECAM. ELECAM dit mais attention, nous sommes là pour organiser lorsque le chef de l'État a déjà convoqué le corps électoral. Que le chef de l'État convoque le corps électoral. Maintenant, comme on regarde le chef de l'État, bon, je ne sais pas, le chef de l'État, il ne réagit pas à la présidence, peut-être accès à pouvoir écrire sur haute instruction du chef d'État. Bon, je ne sais pas s'il n'y a pas une instruction qui... Pour le moment, il n'y a pas d'instruction. Pour le moment, pas d'instruction, pas de haute instruction pour que les élections partielles soient organisées. Donc, en fait, il y a 5 sénateurs, 5 places vacantes au Sénat. Il y a 10 places vacantes à l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire qu'au lieu de 180 députés, nous en avons 170 désormais. Et au lieu de 100 sénateurs, nous en avons 95. Et ça, donc à ce moment-là, lorsqu'on lit la presse ce matin, lorsqu'on lit la Nouvelle Expression, on se dit que, mais attention, mais pourquoi on laisse l'Assemblée? Pourquoi on laisse l'ELECAM? Pourquoi on laisse le président, on s'assoit? Mais c'est nous, notre circonscription. C'est-à-dire que si dans notre circonscription, on a droit à un député, ou à 2, ou à 3, et qu'il y a une place vacante, ça dit que nous n'avons pas de représentants. Ça dit que dans cette circonscription, les populations ont la latitude de se dire que, mais attention, nous devons avoir un représentant à l'Assemblée nationale. Donc, en fait, tout cela revient aux populations. C'est-à-dire que si dans votre circonscription, vous avez perdu un de vos représentants, vous avez la légitimité. Vous devez absolument regarder. Si un an après, on n'a pas organisé l'élection partielle, revendiquer qu'on organise ces élections pour qu'on remplace la place, pour que la place vacante soit occupée. Parce que c'est vous qui n'avez pas de représentants dans votre circonscription. Quelqu'un pour porter vos doléances. Mais c'est ça, c'est vous qui perdez. En fait, c'est ça. Donc ça dit qu'il y a des partis du Cameroun aujourd'hui qui n'ont plus de représentants. Et ça, c'est très grave. Dans un pays qui se veut, où on parle de l'équité, où on pense que tout le monde a les mêmes droits, c'est très, 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 très grave. Donc moi, l'interpellation ici, en lisant la presse, la Nouvelle Expression ce matin, va directement dans toutes ces circonscriptions où les représentants n'existent plus. C'est-à-dire que vous êtes hors du Parlement. C'est-à-dire que personne qui portera vos voix. Personne qui vers qui irez-vous pour solliciter, pour qu'on vous explique les textes de loi. Mais justement, pourquoi toujours attendre que l'exécutif réagisse? On sait qu'il y a une séparation des pouvoirs. Lorsqu'un événement pareil intervient, le corps législatif devrait normalement prendre acte de la chose et poser les actes qui s'imposent. Est-ce que ça ne trahit pas une certaine mainmise de l'exécutif sur le législatif? Voilà, mais lorsqu'on fait le constat, parce que c'est le fait, lorsqu'on fait le constat, c'est que l'exécutif a la mainmise, donc nous fonctionnons selon les desiderata de l'exécutif, nous fonctionnons selon la bonne volonté de la présidence de la République, nous fonctionnons selon le degré du silence présidentiel ou du non-silence présidentiel. Ou alors du temps du président. Ou du temps très très précieux du président de la République. Mais à certains moments-là, mais lorsqu'il y a les effets, et surtout les effets négatifs, parce qu'ici les effets négatifs, c'est qu'il y a des circonscriptions aujourd'hui qui se retrouvent sans... Qui ne sont pas représentées au Parlement. Dans les deux chambres. À ce moment-là, ces populations ont le droit de pouvoir dire, attention, selon la loi, on a un an est passé, on va dire la deuxième année, et il y a encore peut-être 3 ans à venir. Comment notre circonscription sera-t-elle représentée à la haute chambre, dans les grandes chambres? Donc, moi, je dis que la balle revient
aux populations. Parce que si les populations restent couchées, endormies, elles restent dans leur coin et attendent, comme c'est l'exécutif qui a tout le pouvoir. Mais à ce moment-là, on n'aura que nos yeux pour pleurer, on verra le temps passer, on ne verra pas les choses avancer. Mais justement, que peuvent les populations quand le journal de la Nouvelle Expression dit ceci? Il existe un triangle entre l'exécutif, le législatif et l'ECAM qui aujourd'hui se retrouve pieds et poings liés et ne peut pas intervenir tant que le président de la République n'a pas mis son cachet. Comment est-ce que les populations peuvent faire en sorte de faire bouger les lignes de ce côté-là? Non, mais en fait, c'est tout simple. Hein. C'est tout simple. C'est-à-dire, je prends un exemple. Nous sommes dans un arrondissement, dans un département. Vous savez que lorsque vous prenez un département, je prends un exemple tout simple, comme le Nyon-Ekele, je prends cela. C'est-à-dire, nous avons 3 députés. Et 3 députés, et les députés sont organisés par arrondissement. C'est-à-dire qu'il y a un député qui est un peu comme le député de l'arrondissement de Messondo, Ezeka et Biwa. Il y a un député qui est comme le député de Diban, de Ngomapoubi, de Bourmakak et de Ngibassal. Il y a un député qui est comme le député de Matombe, Makak et Bonjok. Donc, supposons, ce n'est pas le cas, mais supposons maintenant que c'est un député qui chapeaute 3 arrondissements. Donc ça veut dire que ça fait que ces 3 arrondissements se retrouvent lésés. Parce que les autres, déjà même s'occuper de leur arrondissement, ils ne le font même pas déjà tout le temps. Imaginez alors qu'on leur donne maintenant un autre, ça veut dire qu'un grand, ça veut dire que si vous un autre grand arrondissement. Donc au lieu de 3, vous retrouvez avec 7. Mais vous n'allez pas. Puisque entre-temps, si on prend même entre-temps, si on prend même les dotations qui sont faites pour les projets que les parlementaires doivent organiser, les projets sociaux, on ne va pas donner les projets de celui qui n'est pas là. C'est-à-dire que vous gardez le même budget, les 8 millions par an, et on ne va pas vous donner 16 millions pour la place de celui qui est là, qui est décédé. Donc vous comprenez un peu et les populations, c'est la charge pour celui qui reste est plus forte. Non, il faut absolument remplacer. Il faut combler le Et à ce moment-là, les populations de ces arrondissements qui sont lésées devraient, on ne demande pas aux gens d'aller en rébellion, mais devraient revendiquer. Il y a des voies, des moyens. Ils devraient pouvoir s'asseoir. Et c'est même là où moi je dis, à quoi servent les partis politiques? Puisque c'est les partis politiques, il n'y a pas de candidature indépendante. Notons que ces 15 élus de la nation, pour la plupart qui sont décédés, sont du parti au pouvoir. Oui, mais c'est pour ça que je dis que vous savez, le parti au pouvoir, c'est ça qui est terrible. Hein. S'il y a 10 militants du parti au pouvoir, il y en a 2 qui sont des militants sérieux. C'est-à-dire, quand je dis sérieux, c'est-à-dire qu'ils sont des militants qui assistent aux réunions, qui payent leurs cotisations. Et les 2 là qui sont sérieux sont des militants qui ont les moyens, sont des militants qui ont les positions, donc qui sont soit ministres, soit DG, soit directeurs d'administration. Alors, et les autres militants du RPC, on leur a appris qu'ils ne devraient pas dépenser pour le parti. On leur a appris qu'ils devaient tout attendre du parti. C'est-à-dire, on leur donne le pain, on leur donne les cartes, on paye leurs cotisations, on fait tout pour eux. Alors, pensez-vous que ces militants-là peuvent se lever pour dire que nous avons perdu un député, vraiment organiser les élections partielles, parce que là, nous, on n'a plus de représentants. C'est ça le problème. C'est-à-dire que comme ils sont dans une machine où ils sont essentiellement des militants à qui on montre le chemin, à qui ce sont pas des militants actifs, ce sont des suiveurs. C'est pour cela que vous n'attendez pas que ça vienne de ces militants. C'est comme ça. C'est triste, mais c'est la triste réalité. Les populations devraient donc prendre leur destin en main. Lui vient de nous rejoindre sur ce plateau, Prince Aristide Gekam, directeur de publication de Forum Libre, qui aura certainement son mot à dire sur ces 15 sièges désormais vacants dans les 2 chambres, du législatif, du Parlement au Cameroun. Qu'est-ce que cela implique, l'absence de ces 15 sièges aujourd'hui? Il faut noter déjà que c'est malheureux parce qu'il n'y a pas d'autres explications. Moi, j'ai suivi Idriss entrer dans des conjonctures, en fait, dans des conséquences. Non, n'entrons pas dans les conséquences. Restons sur la cause. Il faut appliquer la loi. Et qui doit appliquer la loi? C'est le président de la République. Lorsque vous faites le tour, au niveau de l'ECAM, l'ECAM ne peut pas aller convoquer le corps électoral. C'est le président qui convoque le corps électoral. Qu'est-ce que dit la loi? La loi dit que lorsque des gens sont en indisponibilité ou ont été décédés et justifient par exemple d'une absence définitive, notamment comme par les différents décès, la loi prévoit que le président de la République a jusqu'à un an pour convoquer le corps électoral et organiser les élections partielles. Est-ce que ça a été organisé? Non.
C'est-à-dire que, moi je pense pas, il faut pas, n'entrons pas dans les conséquences. Est-ce qu'ils vont manquer de ceci? Est-ce qu'ils vont... Non. Je pense qu'il faut interpeller ici, et je pense que le travail de la nouvelle expression, le président de la République, pour qu'il puisse appliquer la loi, pour qu'il puisse exercer son magistère en appliquant la loi. Sinon, c'est du laxisme. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Les gens sont morts. La loi a prévu que quand les gens meurent, qu'on convoque le corps électoral, qu'on organise les élections partielles dans les circonscriptions données, et le problème est réglé. Maintenant, qui t'a dit que comment je vais dire ça, les populations concernées, c'est-à-dire que les circonscriptions différentes concernées, peuvent revendiquer? Oui. Je dis oui, mais je dis bien entendu pendant la constitution, oui, ils peuvent revendiquer. Vous irez voir que dans ces différentes circonscriptions, c'est le parti au pouvoir qui est majoritaire. Qui domine pratiquement sur les 15 sièges, en dehors de ceux qui sont nommés par le président de la République, notamment concernant les sénateurs, comme Fon Mokete et Ibrahim Bobondjoya, de regretter mémoire, dont par conséquent, le président de la République devrait prendre des dispositions pour régler ce problème. Oui. Voilà. Oui, mais comme je l'ai dit à votre copanéliste Idriss Lissam, c'est un peu la mainmise de l'exécutif sur le législatif aujourd'hui. Non, tel que nos lois sont faites, le législatif n'a rien à dire. Le législatif est comment je vais dire ça, un parallélisme de forme. est là parce qu'il y a un corps électoral qui a été convoqué par quelqu'un qui est le président de la République pour déclencher le processus électoral qui justifie, ou alors qui justifie pourquoi ils sont là aujourd'hui. Donc, dans les dispositions de la loi n'a pas prévu que au niveau du Parlement, qu'on puisse déclencher le processus. Le processus, on le constate. C'est-à-dire qu'on le constate, c'est comme au niveau du Parlement. Ce que le Parlement fait, en principe, c'est que lorsque un membre du Parlement est nommé, nommé à un poste ou alors d'une incompatibilité, il fait déjà le choix. Il fait le choix peut-être d'aller ailleurs ou je dis n'importe quoi, d'être par exemple ministre, et ce qui est compatible, ou alors a été nommé à un poste de directeur général, et ce qui est incompatible, ou alors à un poste dans une chambre consulaire, par exemple. Donc, du coup, lorsque le constat est fait, le choix est fait par le parlementaire en question, transmis au niveau du bureau de l'Assemblée, et à la prochaine session, on organise l'adoubement, disons-le comme ça, du suppléant. Du suppléant, c'est ce que le Parlement à son niveau fait. Mais maintenant, lorsqu'il y a décès, la personne qui est indiquée, c'est le président de la République. On constate le décès, le président de la République convoque le corps électoral et organise les élections passées dans les circonscriptions données. Et ça a pris le cas, par exemple, d'Union et quel est le département. L'élection est organisée dans cette circonscription-là, par exemple. Donc, voilà, je pense que la nouvelle expression ici a le mérite d'avoir convoqué, d'avoir fait une veille. Il faut saluer ce type de veille stratégique pour interpeller le président de la République que si nous sommes encore dans un pays qui est gouverné, il faut appliquer la loi. Oui, justement, il faut appliquer la loi, mais dans un autre contexte, justement, la situation est un peu plus tendue. Le journal La Nouvelle Expression parle également de ce scandale au niveau de la pénétrante est de la ville de Douala. Le tronçon routier qui devait être livré depuis Belle-Lurette n'est toujours pas achevé à 3 mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Et les populations là-bas vivent un véritable calvaire, un chemin de croix quotidien qu'elles doivent braver. Elles doivent braver l'état de la route et le gouvernement qui s'endette encore une fois auprès de la Standard Chartered Bank à hauteur de près de 90 milliards de francs CFA pour terminer ce tronçon routier. Le ministre Ngane Njoumessi qui annonce le début des travaux. Je me tourne vers vous d'abord, Prince Aristide Ngekam. C'est ce énième scandale autour de la pénétrante. Encore cette pénétrante Est qui fait parler d'elle aujourd'hui. Oui, ça fait parler d'elle parce que c'est une route stratégique, c'est-à-dire que c'est l'entrée et la sortie du côté est de la ville de Douala, où ceux qui partent de Yaoundé, pour ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui ne sont pas de notre pays, ceux qui partent de Yaoundé pour entrer dans la ville de Douala, c'est par là où elle passe, et c'est un axe qui circule tous les jours, non seulement pour ceux qui voyagent, mais aussi pour les populations environnantes, riveraines, qui sont de ce côté-là.
Mais ça me fait rire, parce que vous vous souvenez qu'il y a tout un ministre des Travaux publics qui était allé là-bas, après les cris d'interpellation des populations, était descendu sur le terrain et s'était surpris de ne même pas connaître l'entreprise adjudicataire. En demandant donc ça fait rire les gens, mais pour être sérieux, ce n'est pas normal dans un pays. J'ai l'habitude de dire que le Cameroun n'est pas un endroit. C'est-à-dire qu'un endroit où... Cameroun, c'est quand même un pays. Et qu'on advienne à vivre ce type de choses. Oui, c'est bien. Il s'est posé le problème, c'est que les fonds qui étaient alloués n'étaient pas suffisants pour le faire, pour terminer les travaux. Ces travaux dans les standards. Aujourd'hui, on nous dit qu'on a contracté notre dette de près de 90 milliards pour boucler cette route. J'ai envie de dire, pas peut-être happy end, mais bonne nouvelle. Bonne nouvelle, mais maintenant, il faille sortir, c'est-à-dire que faire abréger les souffrances des populations. Parce que pour ceux qui vivent de ce côté, Yassa et autres villages en général, qui viennent travailler, par exemple, à Akwa et à Bonanjo, vivent pratiquement le calvaire. Il faut vous lever très tôt, par exemple, qui ont des enfants qui fréquentent ce côté, notamment dans la grande métropole d'Akwa et Bonanjo, vous devez vous lever pratiquement à 5h, 6h pour rouler normalement afin de ne pas tomber dans les embouteillages à cause justement de ces travaux. Et du coup, les voies de contournement qui passent par Niala et qui sortent du côté de Ndokoti sont totalement embourbées parce que tout le monde essaye de fuir l'embouteillage. Je pense que ce type de laxisme, je vais le diriger un peu dans le département, parce que ça concerne encore le ministre des Travaux publics, dans le département du Honkam, où il y a, lorsque vous faites la route, c'est toujours la nationale, lorsque vous allez à l'ouest, vous allez à Bafoussam, vous traversez le département du Honkam, lorsque vous êtes au niveau du rond-point, du célèbre rond-point de Majesté Tienkwemo, pour aller à Bafoussam. Le secteur en question, c'est le village Bacho. Il y a des nids de cratères. Je dis bien des nids de cratères. Vous vous souvenez qu'il y avait, la route était coupée de ce côté-là. Oui, la route a été coupée. Le ministre des Travaux publics avait fait une descente. On a essayé de raccorder le pont en question. Mais aujourd'hui, bien après, entre Banka et Banja, et la ville de Banja, je dis bien, il y a des nids de cratères. Et je suis surpris que rien n'est fait jusqu'aujourd'hui. Parce que lors des renouvellements des bureaux des organes de base, le ministre des Travaux publics était le départemental, le chef de la délégation départementale pour organiser les élections de ce côté-là, et a fait ce trajet, c'est-à-dire qu'il a séjourné pratiquement 3 semaines, a fait ce trajet, non seulement il partait de Yaoundé, pour de Honkam, et lorsqu'il allait dans son village, à Bouddha, il passait par cette route. Donc, est-ce qu'il faille attendre que les populations de ce côté-là puissent barrer la route pour que le ministre puisse descendre afin de faire des promesses pour arranger? Je dis, c'est un nid de cratères qui peuvent être... que ces situations peuvent être résolues même par la délégation régionale. Je pense qu'il y a, le ministre avait, à l'occasion des différents accidents où les populations accusaient l'état de la route, le ministre avait dit qu'il y avait une sorte de cellule à son niveau pour régler ce type de problème. Oui, justement. C'est-à-dire que pas des grands travaux. Ce n'est pas des grands travaux pour régler ce type de problème. Est-ce qu'il faille attendre que les populations de Bacho qui est dans le se décident à barricader la route pour s'intéresser à leur problème véritablement. Oui, justement. Donc voilà autant de problèmes que les Camerounais vivent, mais ils ont l'impression que ces problèmes ne sont pas pris en compte. Que le gouvernement les a abandonnés. De l'autre côté, Idriss Lissom, aujourd'hui, on se retrouve encore avec ce sempiternel problème de la traversée du désert, on va dire ça comme ça, du côté de la pénétrante est de la ville de Douala. Notons que le ministre des Travaux publics, lors de sa descente, avait fait une promesse également, terminer les travaux de ce côté-là dans les temps et fournir un nouveau pont sur la Dibamba parce que celui-là était extrêmement étroit et ça faisait effet entonnoir. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire avec ce prêt-là qu'on a fait auprès de la banque que les promesses pourraient bien être tenues? Non, tout simplement parce que le ministre des Travaux publics était descendu avec tambour de trompette. Vous avez suivi le président Aristide Ngekam tout à l'heure dit comment que ça amusait. C'est-à-dire parce que comment une entreprise, une multinationale chinoise qui sortait de l'Afrique de l'Ouest
ayant fait des grands travaux qui est venu gagner le marché par le ministère des marchés publics qui a postulé et qui a battu le concurrent, l'entreprise Razel pour Razel, oui. Et le ministre semblait avoir pris parti pour Razel. C'est connu. Ouais. Et l'ordre de service, c'est que le ministre n'avait pas dit. Lorsqu'il descendait ce jour-là à la pénétrante Est pour chasser les Chinois, entre guillemets, pour leur demander de libérer, c'est que il n'avait signé que l'ordre de service il y avait 2 semaines, mais les Chinois avaient pris sur eux de commencer les travaux à leurs frais. Ah oui, ça, moi j'ai pris la peine d'aller dans la base chinoise, après le pont de la Dibamba, pour voir l'installation de ces Chinois. Ils étaient prêts pour livrer cette pénétrante Est à temps. Ça, c'était clair. Mais comme il y avait d'autres enjeux, je suis surpris que le ministre descend et il chasse les Chinois. Et on donne une nouvelle entreprise, et à ce moment-là, comment dire qu'il n'y a pas de l'argent? Il n'y a pas de l'argent. Mais soyons quand même sérieux dans cette république. C'est-à-dire que vous dites, les gens viennent même, ils ont gagné le marché par voie, non? Parce que les Chinois, ils étaient au Togo, ils étaient à l'Afrique de l'Ouest, ils étaient fait un chantier, ils ont postulé, et ils ont gagné le marché, ils sont venus s'installer. Et justement, cela rappelle une question que le ministre des Travaux avait posée ce jour-là à l'entreprise adjudicataire. Est-ce que vous avez l'habitude de faire ce genre de travaux? Oui, mais c'était une question, c'était en fait de la cosmétique, c'était la communication. Comme il y avait les chaînes de télé, des trucs qu'il fallait démontrer que les Chinois étaient incapables. Mais pourtant, ces Chinois, je dis qu'ils ont pris sur eux de commencer, d'adresser, de lancer les travaux sans ordre de service qui est signé par le ministère des Travaux publics. Donc il n'avait que signé 2 semaines avant. Et pour venir 2 semaines après, demander que les travaux soient réalisés. C'est pour dire qu'il y avait comme une sorte de complicité. Mais voilà que nous sommes en 2021, la pénétrante est toujours au même point de départ. Et entre-temps, le ministre, quand il chassait les Chinois pour amener la nouvelle entreprise, n'a jamais dit qu'il manquait de l'argent. Et subitement, on constate qu'il manque de l'argent, encore 90 milliards de francs CFA. Donc, mais qu'est-ce que ça? Ça signifie tout simplement qu'il y a de la complicité dans l'air. Mais moi, je dis, tout ce que la population veut, Cédric Digne, c'est qu'on sorte de ces chantiers. La route soit livrée à temps. Mais entre-temps, on ne nous dit pas combien d'argent on a utilisé pour faire du bricolage pendant le champ. Parce qu'on a fait un bricolage, c'est ça pendant le champ, et ce n'était pas en monnaie de singe, monsieur Cédric Digne. Donc, ça veut dire un chantier, une entreprise gagne le marché, il n'y a pas d'argent pour boucler les travaux, on trouve de l'argent spécial pour qu'il fasse du bricolage, le temps du champ, et après on revient nous dire qu'il n'y a pas d'argent, on fait 90 milliards. Non, moi je dis que nous sommes dans une république de sorciers. Le mot est très fort, le mot est très fort. Nous sommes dans une république de sorciers. Et autant de choses qui créent justement des tensions sociales, et le journal Mutation nous en parle. Les populations d'Acom 2 ont barricadé la route à toute une délégation ministérielle. Aujourd'hui, c'est celle de Minta qui menace le Premier ministre chef du gouvernement en lui donnant un moratoire de 15 jours pour rétablir l'électricité dans cette partie du pays. Sinon, 3 points de suspension. Mais écoutez, nous sommes partis là dans une république des revendications. Et moi, j'aime ça. Moi, je pense que les citoyens... Ah, vous aimez, oui, vous aimez ça. Justement, les populations doivent... Oui, les populations doivent le faire. C'est ce qu'on demande aux populations. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vivre comme si vous êtes fiers de souffrir, de vivre le martyre tout le temps. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes plus un humain. Vous n'êtes plus un humain. J'avais l'habitude de dire à un certain nombre de personnalités, dans ma casquette de consultant, que c'est inimaginable. Que des gens puissent voter un parti alors qu'ils n'ont pas de route, ni d'eau, ni d'électricité. C'est inimaginable. C'est-à-dire que si vous êtes humain, vous ne le faites pas. Si vous êtes humain, vous ne le faites pas. Si vous le faites, ça veut dire que vous avez quelque chose qui ne va pas. Soit ceux qui viennent vous convaincre, ce sont des génies, et ça je leur tire un coup de chapeau, soit vous n'êtes plus un humain. C'est comme si votre enfant se lève le matin, vous ne lui donnez pas à manger. À midi, il ne mange pas, le soir, il ne mange pas. Et vous l'envoyez quand même, et vous lui demandez, vous lui demandez, est-ce que tu vas bien? Il dit, papa, tout va bien. Non, vous devez commencer à vous poser des questions, même si c'est votre enfant. Pour dire quoi? Pour dire que je suis très content et très heureux que ce type de revendication vienne. Ou, la première fois, c'était à Acom 2, et j'ai cru entendre qu'un certain nombre de personnes, de personnalités avancées, en disant que ces gens étaient manipulés. Non, mais ce sont des gens qui vivent le martyre tout le temps. Ce sont des gens qui vivent le martyre tout le temps. La revendication qui est faite de l'autre côté de Minta, c'est-à-dire que c'est dans le département de la Haute-Sanaga, et le courrier est signé des chefs traditionnels. Et c'est ce qui est encore plus intéressant. Des autorités traditionnelles qui estiment que depuis pratiquement
plus de 15 ans. Il n'y a pas d'électricité. Ils n'ont pas d'électricité. Ils ont des problèmes d'électricité à n'en plus finir. Et que si rien n'est fait, ils doivent prendre leur destin en main. Le parallèle qu'il faut noter et que j'ai dû publier sur mon site, c'est qu'il faut noter que c'est quand même le département d'origine et l'arrondissement d'origine du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la Ferdinand Ngongo. Ferdinand Ngongo. C'est quand même son arrondissement. Oui, j'aurais... Et je dis, oui, c'est bien de saisir le chef du gouvernement parce que c'est lui le patron du gouvernement. Et il faut aussi saisir l'élite. Que fait l'élite? Parce que l'élite, somme toute, est le porte-voix des populations. Oui. Vous avez toute la chaîne. Vous avez les maires, parce qu'il y a une mairie à Minta. Vous avez les maires, vous avez les députés, vous avez les sénateurs qui sont les porte-voix, c'est-à-dire que des populations. Et du coup, vous avez l'élite administrative. Par exemple, les ministres de ce côté-là. Et je veux vous rappeler que le département de la Haut-Sanaga a tout. Vous avez le ministre d'État, secrétaire général, vous avez le ministre, comment il s'appelle, Pierre-Ismaël Bidonpat, vous avez des gouverneurs, ils ont en plus fini des préfets, mais leur population croupit dans la misère. Oui, dans la misère. Oui. Donc, je dis coup de chapeau aux autorités traditionnelles de l'arrondissement de Minta. Je pense que, et je l'ai dit, j'ai fait le parallèle, par exemple, tout à l'heure, je parlais de l'arrondissement de Banca, du village Bacho, c'est des initiatives qui devraient... que vous ne tarderez pas à avoir d'autres revendications qui viennent là, parce que, justement, nous ne voulons pas venir ramasser des morts, c'est-à-dire porter des gens parce qu'ils ont fait l'accident sur le tronçon sur Bacho et Banja. Sur la nationale numéro 3. Idriss Lissom, des revendications qui, selon Idriss Lissom, devraient connaître un effet comment dire, contagion. Les populations devraient prendre leur destin en main. Vous partagez cet avis? Mais bien sûr, puisque ce qui marche ailleurs peut marcher ici. Il y a un proverbe ambassadeur qui dit que ce qui se passe chez le canard peut se passer chez le coq. Donc, exactement. Pour dire que si nous sommes à option, revendication, résolution de problème, allons-y, on verra. Peut-être que c'est par là. Est-ce que ce n'est pas en train de transformer le Cameroun en véritable poudrière? Est-ce qu'on ne va pas se lever un jour? Cela démontre tout simplement que ceux qui nous dirigent sont incompétents. Exactement. Et à Mondo Vision, cela se voit. Exactement. Et je vais sortir en disant que toutes les revendications que vous voyez, où les gens descendent dans la rue, interpellent les autorités en public, là, des courriers ont été faits maintes fois. C'est-à-dire que pas toute la strate administrative. Des courriers ont été faits. Et à un moment, les populations disent, mais nous en avons marre. Nous en avons marre. Nous ne pouvons pas avoir des gens qui sont censés nous représenter et qui ne fassent rien. Et par conséquent, nous allons pouvoir prendre notre destin en main et le faire directement. À vos pronostics, Idriss Lissom, est-ce que dans les projets, parce que Akom, on a vu Akom, je peux vous rassurer que quelque chose sera fait dans les jours qui suivent. Je peux vous rassurer. Ça, je peux partager également. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans une situation, un moment de la vie où les citoyens doivent prendre le destin en main, les militants des partis politiques doivent prendre le destin en main. Il faut plus que les choses se décident. Puisque si vous ne bougez pas... Vous parliez de militants laxistes qui malgré voilà, mais ils commencent à comprendre qu'il faut agir. Et l'action, il faut noter que c'est le RDPC qui est là-bas et qui gagne toujours. Il faut agir. Donc, action, réaction. Donc, désormais, les gens comprennent que c'est ça qu'il faut. Et il faut passer à l'action. Oui, justement, il faut passer à l'action. C'est le mot d'ordre de mes panélistes aujourd'hui. En attendant, mesdames et messieurs, nous mettons la clé sous le paillasson. Merci Idriss Lissom d'avoir été des nôtres. Merci et bonne journée. Merci Prince Aristide Gekam. Merci Cédric. Bien de choses aux téléspectateurs. Justement, en vous souhaitant un bon retour à vos différentes rédactions. Mesdames et messieurs, faites un tour du côté des kiosques. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision tout de suite après 10-12 Zénith avec Michel Gachou et toute son équipe. À demain.